Elle a été championne canadienne à 18 ans et aujourd'hui, elle dirige l'Omnium Banque Nationale. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je t'invite dans l'univers de Valérie Tétrault. Valérie Tétrault, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci, Isabelle. Je suis contente de m'entretenir avec toi, bon, directrice de l'Omnium Banque Nationale, mais tu as joué au tennis, tu as été championne à 18 ans, analyste à TVA Sport au tennis, tu as un parcours riche, mais atypique quand même parce que tu le dis, tu n'as pas fait d'études postsecondaires, ça a été vraiment, tu as appris sur le tas, là. J'ai appris sur le tas. Ouais, je pense que l'expression est de mise. Je t'avoue que ça a fait en sorte que j'ai peut-être eu un certain complexe au début de ma carrière, tu sais, de ne pas être allée chercher justement un baccalauréat en communication. C'était ça le plan initial. Puis la vie a fait en sorte que il y a eu des opportunités qui se sont présentées peut-être un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Puis au final, je suis allée chercher justement mes connaissances et mon expérience sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi-même, alors je vis mieux avec le fait que j'ai pas d'études postsecondaires. Mais là, je t'avoue, avec une petite fille de 3 ans, je commence déjà à me dire quelle histoire je vais lui raconter, tu sais, pour m'assurer quand même qu'elle ait envie, elle, d'aller à l'université. Je pense pas que ça aura nécessairement là, un impact sur son choix, mais disons que je le vois différemment encore aujourd'hui là, en tant que maman, mettons. Mais je te comprends parce que moi aussi, j'ai vécu le syndrome de l'imposteur longtemps. Moi, j'ai eu ma fille à 19 ans, donc j'étais au cégep, mais bon, on s'entend qu'avec un Ouais. enfant, rapidement, tu retournes sur le marché du travail. J'avais essayé l'université, mais ça marchait pas. De toute façon, je n'étais pas dans ma branche, j'étais en enseignement au secondaire, tu sais, je suis de communication, marketing, bref. Mais puis je comprends le syndrome de l'imposteur, je l'ai vécu longtemps, puis même en lançant Femme d'hockey, je l'ai encore, c'est parce que je me dis, tu sais, je suis une femme dans des médias sportifs. Quand même, j'ai Exact. lancé ça à 44, là, je suis rendue à 47. Fait que je te comprends comment on se sent, mais en même temps, comment qu'on fait pour guérir ça à part de consulter? Est-ce qu'il y a une façon, toi, as-tu des trucs au quotidien pour te ramener? Écoute, c'est une très bonne question. Je pense que honnêtement, c'est un travail qui se fait justement quotidiennement, tu sais, puis c'est d'être Ouais. capable de s'attraper quand on dérive un peu dans cet angle-là. Donc, c'est d'en prendre conscience et d'un, puis après ça, commence tout un travail sur soi-même. Tu sais, je suis pas une fille qui déborde nécessairement de confiance en elle à la base. Euh, et je pense que ça a eu son effet aussi sur la carrière de tennis que j'ai eue. Tu sais, à ce jour, je suis persuadée que mes ambitions étaient parfois peut-être un peu trop réalistes. Tu sais, je me souviens que je devais avoir 12 13 ans, puis quand les gens me demandaient ce que je voulais faire, tu sais, je disais, je vais être une joueuse professionnelle, tu sais, je voudrais être dans le top 100. Alors que normalement, tu sais, à cet âge-là, les joueurs qui s'entraînent à tous les jours puis qui rêvent d'une carrière dans le tennis, ils disent, je vais être dans le top 10 ou je vais être numéro un au monde. Donc, je dis pas que nécessairement ça a fait en sorte que, justement, je me suis rendue aux alentours de la centième place mondiale. Je Sans pense doute, quand là. même que oui. Tu sais, quand tu vises un peu plus haut, tu vises un peu plus loin, les chances sont que t'es plus apte probablement à atteindre d'autres sommets. Donc, j'ai pris conscience de tout ça, je pense, sur le tard, tu sais, avec la maturité, avec l'âge. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus d'outils, disons, pour faire face justement au syndrome de l'imposteur. Mais tu sais, je l'ai revécu, évidemment, lorsque j'ai été nommée Mhm. directrice de l'Omnium Banque Nationale. J'avais l'impression que ça arrivait quand même assez rapidement. Les gens me parlaient du fait que, bon, je devenais la première femme Mhm. à prendre les rênes du tournoi à Montréal. C'est sûr que en grandissant, je m'étais jamais vue comme nécessairement la première femme, tu sais, à faire quelque chose. Donc, c'était d'être capable de owner ça, si on veut, en bon français. Et justement, de ne pas essayer d'être quelqu'un que je suis pas, de me convaincre que si j'ai eu le poste, c'est en raison de ce que j'ai fait pour me rendre jusque-là, que ça avait été suffisant. Donc, de continuer finalement de me faire confiance pour faire les choses de ma manière aussi, là.
Ben, je pense que tu peux être confiante pour les prochaines années. Pour une première édition, ça s'est bien passé. On a battu des records. J'ai été là toute la semaine cette année et vraiment, ça a été un beau tournoi. C'est sûr qu'on veut tout le temps améliorer des choses. Quand on est perfectionniste, c'est jamais assez, mais je pense que tu peux être fier. Petite question avant qu'on parle hockey. Est-ce que c'est de la confiance ou un manque de confiance ou un manque d'estime? Euh, Parce que Bonne souvent, question parce que, on ouais, confond les deux, tu sais, parce qu'on peut avoir confiance en soi, mais pas ouais. estimer ce qu'on représente. Tu sais, c'est deux choses, c'est deux notions. Ouais. Moi, je pense que dans mon cas, mais tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que souvent on mélange les deux ou qu'on pense que les deux sont toujours interreliés alors que c'est pas toujours le cas. Dans mon cas, moi, je pense vraiment que c'est OK, plus la confiance que l'estime. parfait. Mais là, on va parler hockey. J'ai envie de savoir quelle place le hockey prend dans ta vie. Ben, écoute, le hockey a pris beaucoup de place dans ma vie quand j'évoluais sur le circuit. Je te dirais que ben, déjà quand j'étais petite, ça a été un peu comme je dirais pas la base, là, mais une grosse partie de ma relation avec mon père. C'était quelque chose qu'on partageait. On regardait les matchs du Canadien ensemble. On écoutait les lignes ouvertes quand il venait me conduire au club de tennis. On en parlait, on regardait une émission comme 110%. Mhm. Donc, ça a occupé beaucoup de place comme ça. Et après ça, ben, lorsque j'ai commencé à voyager un peu plus, on dirait que c'était comme mon lien avec la maison. OK. Euh, donc, c'était pas rare, tu sais, que je jouais un tournoi à l'extérieur. Bon, c'est sûr, c'était plus simple si c'était aux États-Unis, dans le même fuseau horaire ou à peu près. Mais même en Europe, tu sais, je continuais de suivre ce qui se passait avec le Canadien. Je continuais d'écouter la radio sur mon ordinateur. Puis quand je pouvais, ben, je continuais justement de soit même écouter le match à la radio si je pouvais pas le voir là, en streaming. Donc, vraiment, ça a occupé une grosse place. Puis, bon, plus récemment, pour je ne sais trop quelle raison, j'imagine manque de temps, plein de choses qui se sont ajoutées à l'horaire. Euh, j'ai moins suivi un petit peu ce qui se passait avec le hockey et avec le Canadien. Donc, évidemment, comme tout le monde, je regarde des matchs à l'occasion. C'est sûr que lorsqu'on fait les séries, là, soudainement, mon intérêt grandit. C'est normal, Mais c'est plus normal. récemment, mon attachement avec cette équipe-là est moins important, je dirais, qu'il l'était là, pendant toute mon enfance, mon adolescence et le début de ma vie adulte, là. Ben, c'est quoi, toi, ton plus beau souvenir, justement, avec le hockey? Tu dis, bon, c'est une relation avec ton père, puis je pense que c'est le propre de plusieurs relations fille-père, mais toi, c'est quoi ton plus beau souvenir? Ben justement, je dirais quand, bon, on n'a jamais gagné la Coupe Stanley, évidemment, dans mes souvenirs, j'avais 5 ans Ah. lorsqu'on a eu notre dernière conquête, donc ça remonte à il y a longtemps. Évidemment, j'ai vécu, bon, comme tout le monde, le parcours jusqu'en finale plus récemment, mais c'était dans des conditions tellement particulières que je dirais pas que c'est ça nécessairement mon plus beau souvenir. Mais je me rappelle vers l'adolescence, fin de l'adolescence, là, vivre les séries à la maison. Puis c'est comme si chaque match devenait vraiment un party. Tu sais, je me souviens C'est d'une fois fou, hein? qu'on avait acheté des ballons bleu, blanc, rouge dans la maison, puis tout le monde avait quelque chose dans les mains pour faire du bruit. Pour moi, tu sais, c'est ce qui était le plus proche finalement d'un match de Coupe Davis ou de Billie Jean King Cup. Et là, ben, on vibrait tout le monde ensemble. Puis ce qui est le fun, c'est que dans ces moments-là, on s'en fout du niveau de connaissance du C'est vrai. hockey vraiment des gens. Tu sais, on veut toute la même chose, c'est que le Canadien gagne. Puis au final, ben, tout le monde est comme un peu uni dans ces moments-là. On oublie, on dirait, tous les problèmes. Puis je pense que c'est ça la beauté du sport au final. C'est là qu'on ressent toute la passion aussi. Et ben, c'est ce que le sport est capable d'amener à la société en général. Ben, ça m'amène à une question. Penses-tu que justement à des événements comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou la United Cup, ça aide justement à amener des gens à aimer le tennis parce que ça devient une victoire de groupe? Ben, je pense qu'on sort aussi peut-être un peu du format habituel. Tu sais, le Ouais. tennis a encore cette espèce d'étiquette-là qui le suit, qui est un sport
plus snob, je vais dire ça comme ça, et où justement l'étiquette Ouais. est un peu particulière dans le sens où, tu sais, il faut pas parler pendant les points. Il y a toujours un code à respecter. Donc, un petit peu moins accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Mais je pense qu'on essaie évidemment d'enlever cette étiquette-là au tennis et c'est tant mieux parce que ben on veut qu'il y ait plus de gens qui puissent le découvrir. On veut le réinventer un petit peu aussi dans notre approche. Et je pense que c'est là que la Coupe Davis et la Beijing King Cup y contribuent. Tu Ouais. sais, on sort du cadre, puis là, tout d'un coup, ben c'est correct d'applaudir une double faute, tu sais, si, si on encourage notre Ouais. équipe et que ça survient au bon moment, à un moment opportun. On veut faire du bruit. Encore une fois, il y a cette espèce de sentiment d'appartenance. On prend effectivement pour une équipe et non pas juste pour un joueur. Et on voit aussi ben, ce que ça crée chez nos joueurs. Tu sais, Ouais. ils sont nombreux à jouer à peu près leur meilleur tennis dans les C'est vrai. moments où ils jouent pour leur pays. Tu sais, on a vu Leilani Fernandez récemment. Pour moi, c'était la Leilani Fernandez du US Open en Oui. 2021, mais à chaque fois, elle pourrait avoir le capitaine, je pense, sur son chandail, là, Leila, à chaque fois qu'elle porte le C, justement, pour Équipe Canada, ben, c'est la meilleure version d'elle-même. Mais c'est une joueuse d'émotion. Oui, Et je faisais le parallèle, je parlais avec Alexis Galarneau qui est venu aussi sur le balado, qui est aussi un joueur d'émotion. Je trouve que, tu sais, comme il est très généreux quand il joue, on le voit, les deux, ils me font penser un peu à ça. Ben, il y a Gabriel Diallo aussi, qui est un autre joueur qui est tellement beau à voir, là, tu sais, on les sent s'exprimer sur le terrain, comme ah, Denis. complètement. Complètement. Puis justement, tu sais, ils ont différentes manières de le démontrer. Tu sais, il y en a Oui, bon, qui sont un peu plus extrémistes. On pense à Dennis, ben lui, ça peut oui, être autant dans le positif que dans le négatif. Mais dans le oui, cas de Leila et Alexis, on a là, je pense, deux excellents modèles pour les jeunes oui, parce que ben ils sont intenses, et ils jouent chaque point comme si c'était à peu près le dernier. Puis c'est là que tu c'est vrai. comprends que chaque point est important, mais ils se laissent pas aller non plus dans le négatif. Et ben, ils ont été capables justement d'aller chercher cette espèce de contrôle-là. Maintenant, si je te donne l'occasion de rencontrer un joueur ou une joueuse de hockey, on n'est pas dans le tennis, là, on revient dans le hockey un peu, du passé, du présent ou même du futur, ça serait qui et pourquoi? Euh, Écoute, je pense que ce serait Wayne Gretzky. Je suis certainement pas la première à Ouais, dire ça. Euh, j'avais pas vraiment vu jouer, tu sais, c'était un petit peu avant mon temps, mais j'en ai tellement entendu parler qu'on dirait que Wayne Gretzky est devenu à quelque part une légende et il est une légende. Tu sais, je le compare évidemment à Federer et là, au contraire, ben j'ai vécu pendant oui, toute l'ère Federer, donc je sais à quel point il a été important pour notre sport à nous. ouais. Mais j'aimerais bien pouvoir m'asseoir puis poser des questions à Wayne Gretzky puis apprendre à connaître finalement l'homme derrière les exploits de l'athlète. Il m'a l'air d'une personne tellement terre à terre. Puis bon, il est déjà venu au tournoi ici. Il avait soutenu, entre autres, Dennis dans son parcours en 2017 lorsque Dennis Oui, avait battu Nadal à Montréal. S'était rendu jusqu'en demi-finale. Puis justement, tu sais, il était dans la loge de Dennis comme n'importe quelle autre personne. Ben, moi, j'ai toujours eu quand même beaucoup d'estime pour ça. Tu sais, les gens qui ont fait de grandes choses, mais n'agissent pas nécessairement comme si tout leur était dû. Puis j'ai oui. l'impression que Wayne Gretzky cadre vraiment dans ce groupe-là. Mais je pense que les plus grands ont cette humilité-là. Et ils Mhm. savent d'où est-ce qu'ils viennent, ils savent le travail que ça prend. En tout cas, tu sais, me semble que moi, ma perception, justement, c'est que les plus grands, c'est ceux qui restent terre à terre, que tu les rencontres, puis c'est comme si c'était n'importe qui, là. Ben, je suis d'accord avec toi, tu sais. Je pense que le talent, c'est une chose. Puis justement, si on parle juste des plus talentueux, on peut pas Ouais. nécessairement dire qu'ils sont tous restés terre à terre, mais les Non. plus grands, c'est une combinaison de talent, mais aussi justement de toutes ces aptitudes-là sur Ouais. le plan mental, sur le plan de la personnalité. Ils ont compris des choses. C'est ce qui les a amenés aussi à avoir des rôles de leader Ouais. au sein de leur équipe. Puis, ben, au final,
final, justement, on parle de l'impact qu'ils ont eu sur leur équipe, mais sur le sport en général. Et c'est ça qui est beau, tu sais, quand tu dis que tu as vraiment laissé ta trace, Mm. il y a quelque chose de très, très fort là-dedans. Vraiment. Mais toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Ben, écoute, moi, je suis tombée en amour avec le tennis à l'âge d'à peu près 7-8 ans. OK. C'était quand même un petit peu dans la famille. J'ai une tante qui a joué au tennis à un haut niveau, qui au final, bon, a accepté une bourse d'études pour une école aux États-Unis. Et OK. c'est elle qui a commencé à m'entraîner. Donc, j'étais quelqu'un qui adorait le sport déjà à cet âge-là. C'est mon enseignante, je pense, de première année qui avait suggéré à ma mère justement que de m'inscrire dans quelque chose là, parce qu'à l'école, pas que Tu je avais trouvais besoin ça de plate, dépenser de mais l'énergie? ben, j'avais besoin de dépenser de l'énergie, puis je réussissais quand même assez facilement à l'école, fait que j'avais besoin, tu OK. sais, d'autres choses qui allaient me motiver ou qui allaient me pousser. Puis j'ai essayé plein de choses, puis au final, ben, je suis vraiment tombée en amour avec le tennis. Je sais pas si c'est le fait aussi d'être seule sur le terrain et d'avoir à trouver des solutions justement toute seule. Puis pourtant, tu sais, je me considère comme une personne d'équipe. Puis aujourd'hui, justement, Oui. dans ma carrière, tu sais, pour moi, l'équipe, c'est ce qui prime. Mais le tennis, j'ai toujours adoré m'entraîner, repousser mes limites, avoir des objectifs, puis travailler pour atteindre ces objectifs-là. Puis j'ai vraiment toujours aimé la compétition. Tu sais. Puis ça, c'était ma plus grosse crainte en accrochant ma raquette. Oui. C'est que j'étais très, très consciente que les émotions qu'on vit qui sont très intenses dans le monde du sport, ben c'est difficile après ça de les reproduire dans autre chose. Tu sais, cette espèce de poussée d'adrénaline-là quand tu embarques sur le cours central ici à Montréal, que tu marches dans le fameux tunnel et que tu descends et que là, soudainement, bon, tu découvres la foule, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Je peux même pas C'est pas quelque imaginer. chose qui est facile à reproduire. Donc, je savais que ça allait beaucoup me manquer. Mais aujourd'hui, c'est encore ça, justement, qui me passionne. Tu sais, quand on parle de sport, c'est les histoires, c'est à quel point les athlètes sont capables de repousser leurs limites. Puis je trouve Ouais. qu'il y a tellement de parallèles à faire entre ce que vit justement un athlète professionnel et ce que n'importe qui vit dans sa vie. Donc, pour ça que, tu sais, ça a l'air cliché lorsqu'on dit, ben, le tennis est une école de la vie ou le sport en général est une école de la vie. Mais pour moi, ça l'est vraiment et ça s'applique vraiment. Je suis tellement d'accord, le sport, à travers le sport, on apprend à grandir. Quand le sport est équitable, quand le sport, justement, est inclusif, ça donne des parallèles dans la vie. C'est vraiment, tu sais, moi, j'étais un peu comme toi, j'avais besoin de bouger. D'ailleurs, mes parents m'ont envoyé dans une école de sport en cinquième, sixième année parce que ben, c'est ça. Je devenais tannante en classe tellement que ça allait vite. Toi, Puis, ça. impossible. puis, puis c'est drôle parce que moi, c'est ma grande tante qui m'a mis au tennis. En fait, mon frère Ah, a wow. été sa mythe de baseball. Fait qu'elle dit, ah ouais, tu veux pas partager? Fait qu'elle était partie, elle était venue m'acheter. J'avais ma Dunlop en bois. Et Oh, là, tabarouette. j'allais faire balle au mur. Mais j'ai pas commencé à jouer au tennis avant. Tu sais, j'ai fait un été quand j'étais peut-être en cinquième, sixième année. Mais sinon, OK. j'ai commencé sur le tard, là, dans la quarantaine. Mais déjà, commencer avec une raquette en bois, faut le C'est faire. ça. Faut le Ouais. faire. Ben, à mon Je époque, te c'était lève juste mon en bois. chapeau. Oui, C'est ça, tu sais, j'ai quand même 47 ans. Euh, je te donne l'occasion de jouer au tennis avec une personnalité. Avec qui tu voudrais jouer au tennis? Oh, wow. Ça, c'est une grosse question, là. Ouais, ouais. Juste une. Ouais, Ça peut une. pas être un double. Euh, Ah, ça peut être un double. Pourquoi pas? On est généreux. Écoute, j'ai tellement d'estime pour Roger Federer Ouais. et Raphaël Nadal que si je pouvais avoir une séance de deux contre un avec eux, c'est sûr que je la prendrais. Tu sais, je trouve que, Ouais. premièrement, ça a été vraiment beau de voir cette Ah, rivalité-là qui était tout dans le respect. Et ouais. encore aujourd'hui, tu sais, les deux se considèrent comme de très bons amis. Puis quand on a vu la retraite de Federer, puis voir Nadal qui partait à C'est vrai. pleurer, euh,
Ouais, il y a quelque chose de très, très beau, puis je nous considère vraiment privilégiés, en fait, de les avoir vus en même temps. Je pense que Ouais. les deux ont fait en sorte, tu sais, que, bon, ils se sont poussés l'un et l'autre probablement à être meilleurs, à continuer de s'améliorer. Et je pense vraiment que c'est une ère du tennis qu'on n'est pas prêt de revivre et pas prêt d'oublier non plus, évidemment, nous, en tant qu'amateurs, là. Mais vraiment beaucoup de respect parce qu'on a là deux joueurs aussi qui sont tellement différents, tu sais, dans leur style de jeu, dans leur personnalité. Tellement d'accord Et c'est avec ça toi. qui était, et c'est ce qui était beau de les voir en même Ouais. temps connaître autant de succès. Mais il me semble qu'on, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, au plan canadien, on a souvent dit, bon, un Félix qui ressemble à un Roger, puis un Ouais, Dennis qui ressemble à Raphaël Nadal. Tu sais, ils ont dans leur façon de jouer, dans leur intensité. Tu sais, il y en a un qui est tout en élégance. On dirait que c'est comme ouais, d'une finesse. L'autre, on sent qu'il vous donne toute son énergie, puis il va là, jusqu'au bout. Pourtant, il y en a un qui travaille pas plus fort que l'autre, c'est juste dans la façon de l'exprimer, là. exact, exact. Puis c'est pas rare justement que les gens étaient sous l'impression, tu sais, que Nadal, par exemple, bon, était de loin le plus rapide sur le terrain, mais Mm. Federer était très, très rapide aussi. C'est juste que ça avait l'air tellement facile la Facile. manière qu'il le faisait que ça donnait pas l'impression de. Mais tu vois, à ton point, j'ai l'impression que depuis eux, à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur qui émerge, on dit quasiment presque, on cherche la ressemblance. Est-ce Oui, qu'il est plus Federer ou il est plus Nadal? Tu sais, ce sont devenus vraiment les deux références ultimes. effectivement. Maintenant, tir de barrage M2 Assurance. Je te demande des ceci, cela, et puis tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi. Bon, OK. on parlait de rapidité. Rapide ou précis? Hmm. Précis, précis dans mon cas. La rapidité, je travaillais très fort là-dessus, mais tout était dans la précision. Puis, où est-ce que je suis d'accord avec toi? On est porté à vouloir faire des coups rapides et des fois, pour gagner le point, il faut juste être précis, non pas la Exactement. force. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est le réflexe naturel, tu sais, de Ouais, vouloir frapper plus fort. Puis des fois, ben, ça me donne des joueurs aussi qui sont un petit peu plus unidimensionnels, je vais dire ouais. ça comme ça. Alors qu'avec la précision, on est capable d'être créatif. Et c'est là que ça devient le fun, tu sais, ça devient plus stratégique aussi. Noël ou Halloween? Ah, Noël, mon Dieu, même pas Ah oui. proche. OK. Fait que toi, le sapin, il est mis genre le 1er Écoute, novembre? il est pas mis parce que c'est un naturel. OK. Donc, si je le mets début novembre, ben là, il va être sec en maudit Ouais. rendu à Noël. Mais je sais pas, Noël, ça fait partie vraiment des traditions familiales qui me sont chères. Et donc, tous ceux qui me connaissent bien, ben, c'est sûr qu'il y a de la musique de Noël qui commence à jouer en novembre, là. L'Halloween, j'attends juste que l'Halloween passe pour pouvoir effectivement commencer à planifier Noël. Blanc ou rouge? Hmm. Rouge. Rouge. Rouge, pour moi, justement, tu as dit blanc, rouge. Rouge me fait penser à, on parlait de Coupe Davis tantôt, de s'affirmer, cette espèce de confiance-là qu'on Ouais. veut aller chercher, intensité. Pour moi, Énergie. exactement, c'est ce qui résonne. Pile ou face? Ah, c'est tellement, là. J'ai ça, moi, choisir. Je pense que je choisissais plus souvent pile que face, tu sais, quand tu faisais le Ouais. tirage au sort au filet là, avec l'arbitre. Mais je sais pas, c'était quoi mon pourcentage de réussite, par exemple, avec pile. Fait que je suis toujours un peu déchirée à savoir si c'est le bon choix, là. Condo en ville ou maison en campagne? Ah, les deux, ça se peut-tu, ça? Ben, ça, c'est le meilleur des deux mondes. Écoute, pour l'instant, condo en ville, parce que c'est plus pratique, mais éventuellement maison en campagne. Euh, Mais dans le meilleur des deux mondes, les les deux. deux. Je te demande de changer le passé ou voir le futur? Hey, ça, c'est rough. Oui, oui. Je veux pas voir le futur. Je veux le découvrir, le futur, mais je veux pas le voir. Je pense que, tu sais, on a toujours cette espèce de désir-là où ça peut être Ouais. tentant, où on veut savoir, on veut avoir des réponses à nos questions, mais dans le fond, tu sais, on dit toujours qu'il faut vivre au jour le jour. Si on connaît le futur, on vivra plus au jour le jour. Par contre, tu sais, changer le passé,
je considère que tout ce qu'on fait et comment on a réagi par rapport à des situations, ben, c'est ce qui fait la personne qu'on est aujourd'hui, tu sais. Donc, oui, il y a certainement des choses qu'on souhaiterait changer, mais au final, peut-être que on serait pas la même personne non plus, puis on n'aurait pas autant appris. Donc, j'ai envie juste de dire le présent. Il faut vraiment se concentrer sur le présent. Puis au tennis, il faut être dans le moment présent. Exact. Chaque balle compte parce que tu sais jamais, on l'a vu souvent, il y a plein d'exemples, donc je suis un peu d'accord avec toi. Billie Jean King Cup ou Jeux olympiques, médaille olympique? Oh, wow. Parce que là, c'est les Olympiques cette année, on est champion en Ouais, titre. ouais. Écoute, j'ai envie de te dire les Olympiques. Peut-être que c'est parce que là, on a déjà gagné la Beijing King Cup, mais euh, ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose de spécial avec les Jeux olympiques parce que ça arrive une fois aux 4 ans. Tu sais. Donc, déjà, tes chances de remporter une médaille sont assez limitées. Et c'est une compétition qui demeure spéciale pour n'importe quel athlète de le vivre aussi avec les autres athlètes. Ouais. Et étant donné le rayonnement que cette compétition-là a, alors que tout est encore à bâtir. J'ai l'impression au Canada pour la Billie Jean King Cup ou la Coupe Davis, je pense que ça aurait un impact encore plus grand si justement on avait un joueur qui remportait une médaille d'or. C'est vrai qu'au Canada, particulièrement au Québec, on est très bon avec des champions. On va s'intéresser Oui, si on gagne. oui. Si on gagne pas, c'est comme si ça n'a pas la même importance. Il y a juste les Canadiens de Montréal, eux, qui gagnent ou qui perdent, on est intéressés, là, mais ça, ça, c'est autre chose. Non, mais tu as raison, tu sais, puis je pense que quand tu es athlète, tu le réalises encore plus parce que des Ouais. fois, tu sais, ouais, tu vas regarder les Olympiques, puis bon, l'athlète a terminé quatrième. Puis là, tu te dis, hey, il est Hey, quatrième au monde, tu sais. Je veux dire, c'est c'est ça. énorme, mais c'est vu comme un échec parce qu'il est au pied du podium puis il n'y a pas eu de médaille olympique. Fait que, en ce sens-là, des fois, le sport peut être un peu ingrat, je pense. Mais je pense qu'il faut rappeler, puis c'est là où c'est intéressant d'avoir de la diffusion, c'est le fun de pouvoir en parler. C'est quoi les objectifs? Et tu disais, toi, tu voulais être dans le top 100, tu as été 112e. À un moment donné, il faut être capable de se dire, ben, c'est pas tout le monde qui peut être numéro un, puis il y en a juste un au monde, tu sais. Oui. Puis top 10 Ouais. aussi, puis il y a des hauts et des bas dans une carrière, peu importe le sport. Puis, il faut regarder, est-ce que le plan de match a été réussi? Est-ce qu'il y a eu la progression? Des fois, l'autre a juste été meilleur, tu sais, puis Ah, ça se complètement. peut, là. Tu sais, Oui. il y a des journées, ça ne marche pas, là. Oui, puis il y en a combien d'autres, justement, qui essayent puis qui veulent avoir cette Ouais. carrière-là, mais qui y parviennent pas, tu sais. Donc, effectivement, l'exploit, c'est pas seulement d'être numéro un au monde, tu sais, puis faut être capable de le reconnaître, là. Place aux femmes maintenant. En 2027, la Millennium Banque Nationale, présentée par Rogers, aura des bourses égales. Quelle fierté ça doit être pour toi de l'annoncer cet été? Énorme fierté. C'est sûr que j'aurais adoré être capable de dire que, bon, c'était Oui, dès cette année ou dès 2025, mais bon, on partait de loin. oui. C'est une grosse nouvelle parce que, ben, au final, évidemment que c'est positif pour le tennis féminin et je pense que le tennis féminin a toujours agi un peu comme pionnier, tu sais, lorsqu'on compare aux autres sports féminins. Et pour moi, c'est important de consolider cette place-là, que le tennis demeure un peu le leader ou l'exemple à suivre. Et là, ben, avec cette annonce-là, qui touche évidemment notre tournoi, mais qui veut dire aussi que dans les prochaines années, là, tous les tournois de catégorie 1000 vont offrir des bourses égales. Mais ça veut dire surtout plus d'athlètes qui sont capables de vivre de leur sport. Et moi, je l'ai vécu en ce sens où, dans mon temps, tu sais, j'avais vraiment cette impression qu'il fallait être à peu près dans le top 50 pour bien vivre Oui. du tennis. Et ben moi, justement, à 22 ans, je faisais le constat que si j'avais pas nécessairement ce que ça prenait pour être dans le top 50, ben c'était soit que, bon, je continuais de prendre l'autobus à l'occasion, puis de vraiment faire tout ce qu'il fallait pour essayer de me maintenir aux alentours de la centième place, puis après ça, avoir à commencer à zéro un peu une deuxième carrière vers le début de la trentaine,
ou bien je faisais le saut tout de suite. Alors que là, maintenant, je pense que pour les futures générations, c'est une belle nouvelle. Ça veut dire justement qu'il y a plus de joueuses qui vont pouvoir bien gagner leur vie sur le circuit, encore plus attrayant aussi pour les commanditaires. Et je trouve que, bon, c'est un engagement qui est très fort aussi, hein, de dire oui, en ce moment, la situation telle qu'elle est, ben, il y a cette grosse différence-là qui est encore Présent. là pour les bourses, mais on prend déjà un engagement pour 2027, on va y parvenir, on va travailler d'ici là à augmenter les bourses. Et leur engagement, l'engagement de la WTA va même plus loin parce qu'on Ouais. on parle des 1000, mais après Les ça, il y aura 500. les 500, il y aura les 250. Et c'est un peu la vision qu'on a, je dirais, pour les 10 prochaines années. Mais on cite souvent le tennis comme un leader, justement, au niveau de l'équité dans les sports. Tu sais, moi, on en parle. Ben, puis là, d'ailleurs, Billie Jean King est derrière la nouvelle ligue professionnelle de Oui. hockey féminin. Mais il y a encore du chemin à faire. Tu sais, Denis Shapovalov a écrit un super papier, justement, sur le sujet. Il dit, moi, quand je me compare avec ma blonde, la différence encore, faut saluer puis reconnaître le beau du tennis féminin, mais il y a Ouais. encore du travail à faire pour avoir une équité réelle, là. Non, exactement, parce que justement, tu sais, on célèbre ça comme une victoire, mais Ouais. c'est sûr que dans les faits, on aurait souhaité que ce soit déjà le cas. Ça a été le cas depuis déjà longtemps dans les Ouais. tournois du Grand Chelem. Là, il était temps qu'on passe à la prochaine étape et mais c'est pas une fin en soi, tu sais. Non. Il faut après ça justement qu'on regarde les tournois qui sont un petit peu moins relevés. On parlait des 500, des 250, mais ça peut aller même jusque sur le circuit Challenger pour enfin atteindre l'égalité. Puis c'est là où, tu sais, des fois, les gens comprennent pas trop la différence quand on parle d'équité puis quand on parle d'égalité, tu sais, mais dites-vous C'est un bon que point. moi, ma vision, c'est un peu que, bon, on va parler d'équité parce que c'est ce qui va nous permettre de finalement arriver à l'égalité. Mais l'égalité, évidemment, que c'est l'objectif ultime. C'est bien dit. Tu sais, c'est comme tantôt on parlait de confiance ou d'estime, ben, Ouais. équité, égalité, ça va ensemble, je crois, mais c'est Mhm. deux définitions différentes. Quel est ton modèle, toi, d'inspiration? Qui est ta femme Euh, qui t'inspire? ben, c'est sûr que sais, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de Billie Jean Ouais. King parce que, ben, puis encore aujourd'hui, je comprends pas comment où cette femme-là va chercher son énergie, Incroyable. mais elle est partout. Elle est partout et elle continue de mener cette même bataille dans laquelle elle s'est embarquée il y a déjà très, très longtemps. Euh, on parlait du tennis, tu sais, puis le fait que le tennis soit un peu un chef de file au niveau de l'équité, et ça, ben, on le doit, oui, à un groupe de femmes, mais principalement à Billie Jean King. Et il y a vraiment quelque chose dans ce qu'elle dégage, dans comment elle s'exprime. Elle a jamais eu peur, tu sais, elle y est allée avec ses convictions, avec ses tripes. Euh, et donc, ben, c'est une femme qui est justement très, très inspirante de par son parcours, mais encore aujourd'hui de par ses actions aussi. Mais c'est une femme qui est réellement intéressée. Ah oui, C'est viscéral. Bon, elle était à C2 Montréal. oui, On l'a vu, elle a vu un panier de basketball. Puis là, elle a commencé à parler de basketball au féminin, puis de basket. Puis là, après ça, bon, je l'ai vu justement au repêchage pour PWHL. Puis là, elle regardait les bâtons, puis elle parlait aux gens, puis elle prenait le temps. C'est, c'est vrai. C'est vraiment vrai. oui. C'est pas un C'est show qu'elle. authentique. C'est Non, authentique. exactement. Oui. C'est vrai. Oui, puis je pense que ça vient de là aussi. Tu sais, elle a vraiment une curiosité Ouais. qui l'amène justement à poser toutes sortes de questions et à vouloir changer le monde pour du meilleur. Euh, la passe sur la palette maintenant, là, OK, c'est un jeu de passe. Quelle a été pour toi cette passe que tu as reçue? Est-ce que c'est un moment, une personne qui a fait une différence justement dans ta carrière ou dans ta vie? Ben, j'ai envie de dire Eugène Lapierre. Ouais, hein? Parce que ben, Eugène, évidemment, a été un grand leader pour notre organisation, pour notre équipe. C'est un homme que je respecte beaucoup et j'ai vraiment senti, tu sais, qu'il m'avait pris sous Ouais. son aile et qu'il avait accepté finalement d'être un peu comme mon mentor.
Il a vu du potentiel en moi avant que moi je puisse comprendre que ça, c'était peut-être, tu sais, un chemin qui était possible. Et donc, ça a été vraiment une belle relation, puis ça l'est encore aujourd'hui. Tu sais, j'adore ces moments-là quand j'ai la chance de pouvoir aller luncher avec lui. Il y a vraiment une bonne tête sur les épaules, évidemment, puis une belle vision. C'est quelqu'un de très créatif, artistique, même à la limite, Eugène. Ouais. Donc, j'ai beaucoup appris de lui, puis je pense justement qu'il m'a fait plus qu'une passe bien sur la palette. T'en as fait quelques-unes. Ouais. Puis maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme. Ça serait laquelle? Un organisme. Ben, écoute, Il y en a j'ai tellement. il y en a beaucoup. C'est pas le choix qui manque. J'ai toujours été quand même assez interpellée par les enfants malades. Tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, évidemment, regarder les télétons Enfants Soleil et puis c'est une cause qui me tient en cœur Ouais. encore aujourd'hui. J'ai perdu un cousin beaucoup trop tôt, puis d'autres personnes dans ma vie justement beaucoup trop tôt. Puis ben, aujourd'hui, je me considère évidemment chanceuse d'avoir un enfant qui est en bonne Santé. santé, mais je sais que c'est pas tout le monde qui a le même privilège. Donc, quand j'ai la chance justement de donner, ben ça fait partie des causes que je souhaite toujours appuyer. Ben, moi, je vais faire une passe sur la palette à l'Omnium Banque Nationale parce que je veux juste rappeler aux gens que les profits sont réinvestis dans le développement du tennis aux jeunes. Et ça, je pense qu'on oublie de le mentionner trop souvent. Tu sais, la cause des enfants, c'est super important, puis on les veut en santé, mais aussi quand on regarde les enfants en général, ils doivent faire de l'activité physique et il faut que ça soit accessible. Puis je pense que l'Omnium Banque Nationale, présenté par Roger, fait ça aide à avoir une structure, puis on le voit que ça a été payant. Bon, tu sais, le Canada qui gagne la Billie Jean King maintenant, bon, le Canada qui était, bon, la Lever Cup, malheureusement, ça ne se reproduira pas cette année, mais quand même, on voit qu'il y a du beau qui a été fait grâce à ces investissements-là. Ben, je te remercie pour la passe, mais écoute, tu as totalement raison de dire que je pense pas que nécessairement tout le monde Mhm. le comprend, ça. Tu sais, des fois, lorsqu'on regarde des gros événements, on a toujours l'impression que le promoteur est un promoteur privé qui a d'autres objectifs, mais vraiment, euh, c'est le moteur, en fait, de Tennis Canada, l'Omnium Banque Nationale. Donc, on l'a vu un peu pendant la pandémie, tu sais, lorsqu'on perd le tournoi a été annulé en 2020 et Ouais. là, soudainement, ben, on n'avait plus de ressources pour financer le développement du sport au pays. Et bon, je pense que ben, tu l'as dit, mais avec les investissements qu'on a réussi à faire dans différents programmes puis dans des athlètes, ben, ça a fait en sorte que là, aujourd'hui, on a de très, très beaux modèles. C'est inspirant pour les plus jeunes. Ça leur donne peut-être envie justement d'être un petit peu plus actifs. Et surtout, ça leur permet de rêver. Et Ouais. ça, ben, je pense que tout enfant se doit de rêver. Et s'il y en a certains justement qui peuvent le faire avec le tennis, ben, ça fait mon plus grand bonheur. Maintenant, écoute vestiaire présenté par la cage comme ou dans les vestiaires, plein d'anecdotes et plein de choses qui se passent. Au restaurant, on aime ça échanger. Y a-tu une anecdote inédite, une histoire que tu veux nous partager? Clairement qu'il y en a dans les dessous, racontables, bien entendu. Euh, Écoute, du temps que j'étais joueuse, je t'amène peut-être en Australie, alors que je jouais l'Australian Open. Puis bon, je passe par les qualifications, je remporte mes 3 matchs de qualification. Puis là, finalement, ben, j'apprends par une autre joueuse qui est Hein? Timéa Bachinski que je croise comme ça dans le corridor. Puis elle me dit, est-ce que tu as vu le tableau? Puis je dis, non, j'ai pas vu encore le tableau, parce qu'évidemment, une fois que les qualifications sont terminées, c'est là qu'on tire au sort où se Ouais. retrouvent les qualifiés dans le tableau principal. Et puis là, ben, elle me dit, ben, en fait, je sais pas si ça va être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je dis OK. Puis là, elle finit par me dire que j'affronte Kim Clijsters au premier tour. Et pour moi, ben, Kim Clijsters, évidemment, c'est mon idole de jeunesse. Donc, c'est énorme. Et là, ben,
quelques heures plus tard, j'apprends que je joue sur le Rod Laver, donc le cours central Oh, à l'Australian Open. Et tu sais, quand tu deviens, puis je suis certaine qu'Alexis Galarneau a dû t'en parler, connaissant à quel point il est proche de sa famille, mais ouais, lorsqu'on s'embarque comme ça, justement, dans un parcours dans le sport professionnel, ça devient vraiment une histoire de famille parce qu'il y a la famille qui fait des sacrifices aussi pour nous permettre d'y arriver. Euh, donc, mon réflexe, peu importe l'heure qui était au Québec, ça a été d'appeler mes parents que j'ai réveillé évidemment en plein milieu de la nuit. Ma mère était un peu perdue. Il fallait que je répète 3 fois, je pense, pour que finalement elle comprenne ce que j'essayais de lui dire. Tu sais. Mais après ça, ce qui était drôle un peu, c'est que bon, là, le match se retrouvait à ESPN. Donc là, je parlais à différentes personnes, des recherchistes. Puis là, ben, lui, j'ai raconté cette histoire-là, je pense, à un recherchiste. Et là, j'ai un enregistrement chez nous du match sur ESPN et les commentateurs qui parlent justement du fait que j'ai appelé et que j'ai réveillé mes parents en plein milieu de la nuit. ah, Donc, c'est très drôle. ouais. Mais tu as raison. Puis Alexis m'en a parlé de ça, de l'importance de la famille, de l'importance de comment sa mère, ses frères, sa sœur ont eu un impact dans son parcours. Et il faut pas sous-estimer, c'est très demandant, tu sais, pour devenir joueur ou joueuse professionnelle, c'est des pratiques, c'est de l'engagement, c'est beaucoup de sous. Si le tennis est accessible avec une raquette, puis une balle, puis un mur, pour en faire carrière, c'est beaucoup plus compliqué que ça, là. Exactement. Puis bon, aujourd'hui, honnêtement, je pense que les meilleurs joueurs du pays, tu sais, sont mieux servis par exemple, le Centre national. Tu sais, il y a des options pour aider les familles, mais moi, j'étais juste avant le Centre national et donc, tu sais, financièrement, c'était beaucoup demandé quand même à Ouais. mes parents là, lorsque j'évoluais encore chez les juniors. Et c'est aussi ben, un gros investissement de temps, évidemment. Donc, j'ai 2 sœurs plus jeunes. Ouais. C'est pour ça que je dis, lorsque c'est une histoire de famille, tu sais, ben, quand je jouais des tournois dans les environs, c'est toute la famille qui suivait. Puis Ouais. c'est comme ça qu'on occupait finalement nos week-ends. Et là, j'ai une question, là. Bon, directrice de l'Omnium Banque Nationale. Euh, Y a-tu une ou un joueur qui est vraiment plus joueur de tour, là, tu sais, que tu vois, parce que ça reste que c'est un sport qui est quand même assez individuel. Quand tu arrives, tu compétitionnes comme tout le monde, mais y en a-tu des joueurs ou des joueuses que tu dis, hey, ça, quand c'est le fun parce qu'ils ont cet esprit d'équipe-là, ils vont taquiner, ils vont chercher derrière. Euh, Écoute, sans nécessairement grande surprise, mais Nick Kyrgios, c'est quand même Ben ouais. de ce type-là. Euh, mais oui, il y en a quand même plusieurs des joueurs, tu sais, qui au final, surtout sur le circuit masculin, je te dirais plus que sur le OK. circuit féminin, qui parlent vraiment à tout le monde et certains qui sont un petit peu plus moqueurs ou qui peuvent jouer des tours. Je peux penser à une Daria Kasatkina sur le circuit féminin qui a un petit peu ce rapport-là finalement avec les autres joueuses. Mais personnellement, je me souviens que ça m'avait marqué, tu sais, à quel point sur le circuit féminin, dans mon temps, c'était beaucoup ben, soit l'équipe directe ou sinon presque des clans un peu. Euh, et ce qui fait en sorte que quand tu arrives sur le circuit, des fois, c'est difficile de vraiment comprendre ces dynamiques-là puis de les percer, tu sais, surtout quand tu voyages sans entraîneur, là, tu peux vite te sentir un petit peu toute seule, tu sais. Mais bon, je pense que ça évolue dans le bon sens. Puis ça démontre juste qu'il faut être capable de faire la part des choses. Tu sais. C'est pas parce qu'on est dans un sport individuel puis qu'au final, oui, on peut tous être des adversaires qu'on peut pas avoir une belle camaraderie à l'extérieur des terrains. Et tu vois, moi, une qui m'a impressionnée cet été, c'est Arina Sabalenka. Je l'ai trouvée Mhm. très accessible. Tu sais, on a souvent le stéréotype, bon, les Russes sont plus froids, sont plus distants, Ouais. et pourtant, c'est celle qui, après chaque entraînement, prenait vraiment le temps, avec le sourire, de signer des autographes, d'être présente, de rire, d'échanger. On le sait qu'elle a une complicité aussi avec Badoza. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je trouve que ça change vraiment de la façon que Ouais. les joueuses sont avec Ben, le je temps. pense qu'on a un bon groupe en ce moment. Tu sais, tu Ouais, regardes aussi Joyce comme 11 Jabeur. Tu sais, ouais. il y a à peu près pas
joueuse plus gentille qu'elle, Ouais. tu sais, puis qui est toujours prête à aider les autres. Mais puis je pense que justement, les joueuses en ce moment qui sont au top du classement s'entendent toutes quand même assez bien. Fait que c'est rafraîchissant de voir ça, puis ça nous sort justement de cette espèce d'ancienne dynamique-là où on avait, par exemple, une Maria Sharapova puis les Ouais. Williams, puis que là, c'était un petit peu plus, tu sais, du chacun pour soi, là. Ouais. Ben, une autre que j'ai envie qu'on parle, c'est rapidement, c'est Iga Swiatek qui a, tu sais, elle démontre tellement de réserve, très Ouais. concentrée quand elle est en partie, mais elle avait fait des blagues en conférence quand elle a fait le yoga. Elle était vraiment très, elle pince sans rire, mais ça paraît, on n'est pas porté à croire qu'elle est comme ça. Non, parce que je pense que ça vient vraiment de son niveau de professionnalisme, là. Tu sais, Ouais, quand on dit qu'à ce niveau-là, c'est les détails qui font la différence, elle a compris ça, puis elle mise beaucoup là-dessus, puis elle a une équipe justement qui est très complète aussi autour d'elle et qui s'assure que chaque petit détail est calculé. Mais lorsqu'elle a la chance justement d'être un peu plus elle-même, puis de sortir de ce cadre-là qui est presque trop strict, ben là, on est capable de voir la vraie Iga Swiatek, puis je pense que notre sport gagnerait justement quand même à mieux la connaître ouais, et à la voir comme ça un petit peu plus souvent parce que ben, tu sais, c'est une chose évidemment d'avoir de grosses performances sur le terrain, mais si on veut marquer son sport, le vendre, ben là, ça passe beaucoup par la personnalité. je suis d'accord avec toi. Eh bien, Valérie, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter, de raconter aussi ton travail, le tennis au balado Femmes d'hockey. C'est sûr qu'on va suivre les Coupes canadiennes aux Olympiques. Bon, l'été prochain, c'est les garçons qui sont à Montréal. Bon, ça va peut-être être un peu bousculé. On va avoir tous les détails bientôt, là, mais je pense que ça va être quand même. Soyons au rendez-vous, ça vaut la peine. On a plein de beaux joueurs. Puis peu importe les niveaux, pas besoin de regarder juste le top 10. Moi, en tout cas, c'est sûr que je suis vendue d'avance, là, mais d'aller voir, c'est tellement d'aller voir en vrai, d'aller voir les pratiques, c'est incroyable, c'est inspirant. Non, exactement. Il y a une belle profondeur, je pense, en ce moment au tennis. Puis, ben, tu fais bien de le dire, tu sais, peu importe. On n'a pas besoin d'aller voir la finale pour voir du tennis excitant et spectaculaire. Tu sais, dans les matchs de premier tour, ben, c'est ce qu'on a. Puis c'est pas pour rien qu'il y a toutes sortes de surprises, de toute façon, même dans les plus gros tournois. Donc, on va passer à travers l'hiver. Puis après ça, ben, on va être Oui. vraiment en mode Omnium Banque Nationale. Mais c'est clair que nous, on commence déjà à se préparer. Et Isabelle, je veux juste te remercier de cette belle invitation. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui.